Démocrates du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, nous vous disons un bon après-midi et nous sommes éventuellement samedi 14 octobre 2017 et nous tenons cette conversation à partir de Toronto au Canada et éventuellement comme on l'avait promis, il était question pour nous de se connecter cet après-midi pour parler de la situation politique d'une manière générale et puis regarder tous ensemble dans quelle mesure nous allons décrypter pas mal des informations. Mais pour commencer, j'aimerais tout simplement vous dire ici que nous allons commencer par le décryptage de la conférence de presse organisée par Clément Mwamba. Mais de ce faire, permettez-nous de regarder si nous avions quelques amis en ligne et nous allons donc essayer de les inviter pour voir s'ils peuvent venir participer avec ce décryptage avec nous. Donc donnez-nous juste quelques instants. Nous allons envoyer quelques invitations aux amis et nous allons voir s'ils peuvent se connecter pour que nous puissions tous regarder ensemble qu'est-ce que nous allons dire sur ce décryptage, éventuellement ce qui se passe en Afrique. Donc c'est juste quelques instants. Je vais essayer de voir un peu s'il y a quelques amis qui sont en ligne, comme ça ils vont être avec nous. Voilà, on va essayer de regarder. Et voilà. Et voilà, rapidement. Bon, ok. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà. Bon, chers amis, pourquoi nous nous permettons de faire ces décryptages hein? La politique nord-américaine, elle est totalement différente de la politique européenne ou la politique en Afrique. Pourquoi? Parce que le style nord-américain est un style qui est complètement différent. Dans le sens où, quand ceux qui sont au pouvoir viennent faire une intervention au public, en ce moment-là, ceux qui sont dans l'opposition viennent donc contredire et apporter les contre-arguments par rapport à ce que ceux qui sont au pouvoir venaient de dire à la population. Et nous maintenons ce style, vous voyez, parce que ceux qui sont censés le faire au niveau du Congo-Brazzaville, ils nous disent qu'ils n'ont pas droit à la parole. Hein. Éventuellement, les leaders d'opposition, nous savons que pas mal de leaders d'opposition au Congo sont complètement emprisonnés. Ceux qui sont à l'extérieur, on dit qu'ils n'ont pas droit à la parole, on dit qu'ils sont incapables de pouvoir s'exprimer comme nous pouvons le faire librement dans des beaux pays dont la démocratie s'est bien installée. Donc, voilà pourquoi tout le temps, excusez-moi, tout le temps, voilà, je vais essayer un peu. Voilà pourquoi tout le temps, vous voyez, nous nous permettons de faire ce décryptage pour pouvoir permettre à ceux qui ne connaissent pas en réalité la situation politique et démocratique au niveau du Congo-Brazzaville puissent donc avoir plus d'éclaircissement sur la situation de ce pays et aussi au niveau de la zone Afrique centrale d'une manière générale. Bon, nous le savons, hein, Monsieur Clément Mwamba a passé une conférence de presse où il a essayé de présenter les états macroéconomiques du Congo-Brazzaville ce mardi passé, le 10 octobre 2017. Qui est Clément Mwamba? Clément Mwamba est... Clément Mwamba... Oui, ben merci beaucoup mon frère. Donc on va essayer de regarder tous ensemble. Qui est Clément Mwamba? Clément Mwamba est le premier ministre de Denis Sassou Nguesso. Bon, nous allons d'abord vous expliquer comment Clément Mwamba et Sassou Nguesso est arrivé à choisir Clément Mwamba comme son premier ministre. Pour ceux qui ne savent pas, hein, parce que nous avions toutes les informations, on a des sources sûres. Pour ceux qui ne savent pas, Sassou Nguesso est un épileptique. Hein? Sassou Nguesso fait des crises épileptiques. Et dans son cercle vicieux, personne n'était incapable de le soigner. Vous voyez?
ceux qui ont l'habitude de soigner Sassou Nguesso, en fait, ce sont les ressortissants de la Lukumo, donc de Sibiti, qui ont l'habitude de soigner Sassou Nguesso dans cette crise épileptique. Vous voyez? Et donc, tous ceux qui sont tout autour de Sassou, puisque l'homme est habitué à faire des grandes pratiques, des fétiches, même ces féticheurs hein, dans sa contrée n'ont jamais pu pouvoir le soigner toutefois qu'il rentre dans ces crises épileptiques. Donc, les gens qui apportent les soins à Sassou Nguesso, ce sont les ressortissants du département de la Lukumo. Donc, vous voyez, donc ceux-là qui arrivent à soigner des Sassou Nguesso étaient donc obligés d'imposer l'un de leurs fils, Mwamba. Hein, ils ont imposé à Sassou. Voilà pourquoi vous avez vu, quand Sassou Nguesso avait fait son fameux dialogue qu'il a organisé hein, avant qu'il puisse passer à l'usurpation des élections en 2016. Le dialogue s'est fait au niveau de Sibiti. Sibiti a été choisi. Ce n'est pas pour rien Sibiti a été choisi. C'est éventuellement, c'est pour reconnaître et remercier les ressortissants de Sibiti qui lui apportent donc ce côté traditionnel dans sa recherche de la parfaite santé sur ces crises épileptiques. Donc, voilà pourquoi les ressortissants de la Lukumo ont donc eu à imposer Clément Mwamba à Sassou Nguesso. Vous avez vu quand il a fait ce semblant de remaniement ministériel, Clément Mwamba est resté là parce qu'on lui a imposé. Donc si aujourd'hui les ressortissants de Sibiti se décident de conserver ce type dans ces crises épileptiques, éventuellement il va continuer à demeurer dans ces crises pendant une longue période. Et c'est ce que nous souhaitons. Hein, ce que nous souhaitons. Voilà pourquoi Clément Mwamba est resté là. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas Clément Mwamba fut aussi le directeur hein, de la banque commerciale congolaise qu'on appelait la BCC. Hein. Pour ceux qui connaissent cette banque, nous savons comment cette banque est partie en déclin. Éventuellement, celui qui a pillé cette banque, qui a creusé cette banque, c'est bien celui qui est devenu le premier ministre de Sassou Nguesso, Clément Mwamba. Donc Clément Mwamba, c'est quelqu'un qui a pillé la BCC, hein, la banque commerciale congolaise. C'est Clément Mwamba qui a détruit les économies de cette banque. C'est Clément Mwamba. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui détenaient leurs fonds dans cette banque-là, mais qui n'ont jamais pu récupérer les fonds. Mon pauvre père hein, peut le témoigner, parce qu'il avait quelques économies hein, dans cette banque-là. Il détenait quelques peu milliards, quelques petits millions hein, de son propre argent qui se battait dans ses travaux de construction, dans ses travaux de dessinateur, dans son travaux de topographe, ainsi de suite. Il avait quelque peu de moyens qui se retrouvaient à cette banque, mais il n'a jamais pu récupérer cet argent à cause de Clément Mwamba. Éventuellement, Clément Mwamba n'avait jamais pillé la banque commerciale congolaise ensemble, mais avec, bien sûr, Denis Sassou Nguesso, parce que c'est Denis Sassou Nguesso qui lui avait placé là. Donc vous comprenez que conserver Clément Mwamba dans le sens qui fait partie des ressortissants de la Lukumo qui soignent Sassou Nguesso dans ces crises épileptiques et éventuellement continuer de le maintenir comme étant son premier ministre, sachant que Clément Mwamba est le destructeur de la banque commerciale congolaise. Vous pouvez là comprendre, déjà commencer à comprendre hein, que nous avions en face de nous des gens incompétents qui sont habitués à créer la faillite et la destruction du Congo-Brazzaville. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas Clément Mwamba, permettez-nous de tourner la caméra. Nous allons donc vous le montrer ici, dans cet écran. Voilà. Qui est Clément Mwamba? Clément Mwamba, c'est ce monsieur. Vous voyez? Mais comme vous le voyez, chers compatriotes, ce qui est en train de tuer le Congo-Brazzaville, c'est ceci. Ce portrait derrière ce monsieur Clément Mwamba. Le culte de la personnalité. Le vénérer comme un dieu, il doit apparaître partout, dans tout le pays. Que tu as une petite boutique, un petit magasin, tu es un petit commerçant au fin fond au marché, au fin fond du quartier, tu dois avoir le portrait de cet homme qui est devenu un dieu qu'il faut vénérer. C'est incroyable. Démocrate du monde entier. Quand nous voyons en Occident, au Canada, aux États-Unis, vous ne verrez en aucunement la photo de M. Trump exposer de cette façon le culte de la personnalité. C'est ça qui est en train de briser l'Afrique. C'est ça qui est en train de briser l'Afrique centrale.
des individus qui se prennent pour des dieux, qui se font vénérer. Partout où vous passerez, vous verrez leurs effigies. Partout où vous irez, ils doivent être présents. Le culte de la personnalité. Ces reptiliens qui sont devenus des dieux d'Afrique, qui sont devenus des dieux dans leur pays, ces reptiliens qui brisent les économies de leurs États, ces reptiliens sont devenus des véritables dictateurs, des véritables hommes qui se croient au-dessus de la loi. Aucun juge ne peut aller au-dessus, ne peut aller à l'encontre de ce genre d'individus. Mais vous ne verrez jamais cela au Canada, où vous aviez le portrait de notre Premier ministre, M. Trudeau, partout, dans toutes les boutiques, où quand un ministre parle, vous devez avoir son portrait. Ou aux États-Unis, dans tous les États, vous partez, vous allez voir le portrait de M. Trump. Nullement même ni en France, vous irez partout, vous verrez le portrait du président français. Ce n'est qu'en Afrique, et plus précisément en Afrique francophone, que nous voyons ce genre de caricature, des hommes qui se prennent pour des dieux, des hommes qui brisent la justice, qui brisent les droits de l'homme, qui brisent le système éducatif, qui brisent, si vous voyez, le système de santé de leur État. Le culte de la personnalité. C'est ce qu'il faut abolir en Afrique. Déjà, il y a pas mal de pays africains ont compris. Par exemple, le Bénin l'a compris. Le nouveau président Bénin, M. Talon, l'a déjà interdit. Le culte de la personnalité, il ne veut plus entendre parler de cela. Parce que c'est ça qui fait que ces hommes-là continuent à se maintenir dans leur dictature, continuent à évoluer dans leurs erreurs, alors que nous sommes en train d'évoluer. Vous voyez? Voilà. Bon, ça c'était juste la partie introductive. Premièrement, M. Mwamba, Clément Mwamba, reconnaît que le Congo a vraiment besoin de l'assistance du Fonds monétaire international. Vous voyez? Mais pour ce faire, M. Clément Mwamba a évoqué pas mal de choses. Il parle de mettre en place des réformes. Vous voyez? Avant, si vous voyez, c'est des pré-réformes. Vous voyez, donc certainement dans des conversations qui se sont passées dans les couloirs. Parce que là, il faut reconnaître, il faut d'abord expliquer à tous ceux qui nous suivent, que selon le Fonds monétaire international, la dette du Congo, d'après ce qui a été calculé par le Fonds monétaire international, selon la documentation qu'on leur avait fournie par le gouvernement du Congo, la banque, le Fonds monétaire international estime à 5 329 milliards de francs CFA comme dette du Congo, ce qui représente à peu près 110% du PIB congolais. Mais les experts arrivent à reconnaître que la dette du Congo dépasse énormément ce montant présenté par le Fonds monétaire international. Les experts arrivent à parler de 9 à 11 milliards de francs CFA comme dette du Congo-Brazzaville, ce qui donc peut arriver si nous voulons parler en termes de pourcentage et en termes de PIB, on parle entre 239 et 275% du PIB congolais. C'est cette dette qu'elle représente. Mais nous savons comment nous sommes arrivés à cette dette. Donc, M. Clément Mwamba reconnaît que le Congo a vraiment besoin de l'assistance du Fonds monétaire international pour essayer de s'en sortir. Donc, ce qui est quand même très curieux, c'est que M. Clément Mwamba parle que le Congo va essayer de rééquilibrer son budget. Le Congo va essayer, si vous voulez, après l'assistance du Fonds monétaire international, le Congo va donc essayer de regagner la confiance envers ses créanciers. Mais c'est une question ici que nous voulons essayer de poser à M. Clément Mwamba. Nous nous posons la question, comment le Congo va essayer de regagner la confiance auprès de ses créanciers? Nous nous souvenons, en 2010, la dette du Congo avait été effacée à 60% par toujours ces mêmes créanciers. Vous voyez, 2010, ça faisait pas longtemps. Donc vous voyez, et nous sommes aujourd'hui en 2017, le Congo a carrément dépassé le seuil reconnu au niveau de la zone CEMAC. Nous avons donc dépassé les 70% du PIB de la dette congolaise. Comment on peut expliquer cela? Comment le Congo va donc essayer, si aujourd'hui le Fonds monétaire international se décidait de
de vouloir accorder le prêt à Sassou Nguesso, à ce régime criminel et dictatorial, comment le Congo va essayer de le gagner? Puisque déjà dans le passé, ils ont eu à mal gérer. Ils ont eu un avantage, dans le sens où la dette a été effacée à 60% de la dette, vous voyez. Donc ils sont partis quasiment avec une dette nulle, on peut dire, peut-être moins d'1 milliard de francs CFA, vous voyez. Mais aujourd'hui, le Congo s'est replongé dans une apocalypse économique. Le Congo s'est endetté jusqu'à la gorge, on peut même dire que le Congo est noyé par les dettes. Comment Mwamba peut expliquer comment le Congo, même si aujourd'hui le Fonds monétaire international donne le prêt au Congo, comment le Congo va regagner la confiance à ses créanciers? Vous voyez? Avec, bien sûr, les mêmes individus à la tête, avec, bien sûr, le même groupe, le même système. Vous voyez? Il n'y aura jamais confiance. Parce que ce système a failli sur toute la ligne. Nous nous souvenons des réformes qu'on veut vouloir nous parler. Nous nous souvenons, il y a eu des réformes. Hein. Vous vous souvenez de l'autosuffisance alimentaire jusqu'à l'an 2000, où on nous a montré une photo publicitaire. On montre le général Sassou Nguesso tenant entre ses mains l'aubergine. Vous voyez? Vous vous souvenez de cette photo? Certainement, on va essayer de chercher ça pour vous montrer cette photo. On se souvient de cette photo. Une grande campagne médiatique s'est fait sur ça. Et éventuellement, le Congo a reçu plusieurs aides de développement dans ce programme. Mais le Congo n'a jamais été autosuffisant. Vous voyez? Ce n'était que de l'arnaque bien mesurée par le même individu. Il faut le dire ici. Le même individu, c'est qui? C'est bien Sassou Nguesso. Un incompétent, un incapable, un voleur. Il faut le dire parce qu'il faut le reconnaître. Sassou est un voleur. Il a volé. Hein, vous voyez? Donc, on ne sait pas comment le Congo va regagner confiance auprès de ses créanciers avec le même voleur à la tête de cet État. Avec le même voleur au sein de ce système. Puisque nous savons, les 4 piliers qui ont pillé le Congo, nous avons, c'est Sassou Nguesso lui-même, vous voyez, qui est un voleur, il faut le dire, son fils Denis Christel, qui éventuellement, par le biais des pétroles du Congo, s'est mis à aller s'endetter au nom du Congo. Et tout l'argent qu'il est allé chercher, et c'est cet argent qu'il a caché dans des paradis fiscaux. Et ça ne vient pas de moi, de Bernard Pogny, mais ça peut être recherché par tout le monde. Les paradis fiscaux ont énormément cité le nom de Denis Christel dans toutes les mafias et ainsi de suite. Et quand nous essayons de voir des contrats, par exemple des contrats comme Eker, éventuellement des contrats comme Genvor, comme Trafigura, comme Sendance, éventuellement vous avez toujours les mêmes individus à l'intérieur qui sont impliqués. Vous avez aussi vu Ondongo, Gilbert Ondongo, au Portugal, ce sont les médias portugais qui en parlent. On a retrouvé 8 millions d'euros en espèces dans sa maison. Éventuellement, c'est avec cet argent. On reconnaît de plusieurs affaires comme affaire Asperba. Ça aussi, les Ondongo sont à l'intérieur. Les Denis Christel sont à l'intérieur. Sassou Nguesso lui-même est impliqué à l'intérieur. Vous voyez? N'en parlons plus encore des grands travaux. Vous voyez? Jean-Jacques Bouya qui s'est mis à aller s'endetter au nom du Congo. Et toutes les fois que tout un chacun d'eux partait s'endetter au nom du Congo, l'argent n'a jamais été déversé au trésor public congolais. Les dettes n'ont jamais été suivies par la caisse congolaise d'amortissement. Et en dehors de cela, il y a tout un chacun d'eux autour de ce système qui a aussi ouvert ses branches parallèles au travers des banques qui, on peut dire des banques fantômes, vous voyez. Ils se sont mis à endetter le Congo jusqu'à noyer complètement le Congo, vous voyez. Et comment vous allez expliquer aujourd'hui que les créanciers qui savent qu'ils vous ont déjà aidé, ils ont déjà aidé ce système par plusieurs fois. Hein. Il faut le dire que nous ne sommes pas à une première fois que le Fonds monétaire international arrive chez nous. Vous voyez, le Fonds monétaire international est déjà arrivé chez nous avec le même individu à la tête de ce pays. Vous voyez. Et cet individu a eu plusieurs opportunités, hein, des booms pétroliers, vous voyez. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé des potentialités pétrolières du Congo, les booms pétroliers, tout ce qu'ils ont eu, mais à cette époque, le baril de pétrole était estimé à 100 $, vous voyez, ou à plus de 100 $, à 115 maximum, vous voyez. Mais ce même système a eu
a fait d'énormes revenus. Vous voyez, a fait d'énormes revenus. Il y a aussi cette affaire des générations futures. Je ne sais pas si on peut rapidement retrouver cette affaire des fonds des générations futures. Rapidement, on va essayer de voir où on lui posait cette question sur les fonds des générations futures. Et nous savons aujourd'hui qu'est-ce qui en est des fonds des générations futures. Donc, rapidement, nous savons que le Congo a eu plusieurs ressources. Et Mwamba même l'a reconnu, parce que quand Mwamba dit que quand il est arrivé, il n'a retrouvé que 400 milliards dans la caisse. Et éventuellement, et après, il ne sait plus où est parti les 400 milliards. Il a même dit que chaque année, depuis 2002, le Congo versait dans ce compte de génération future 2000 milliards de francs CFA chaque année. Vous comprenez? Donc, on peut même dire que ce compte-là dépassait énormément les 14 milliards qui étaient des fonds liquides de réserve du Congo-Brazzaville déposés auprès de la Banque économique des États de l'Afrique centrale, que nous appelons la BAC. Vous voyez? C'est des fonds liquides du Congo, des fonds, des réserves du Congo qui se retrouvent auprès de cette banque. Et nous savons aujourd'hui où est parti cet argent, mais nous allons écouter la réponse que Denis Sassou Nguesso a donc donnée aux journalistes, quand on lui avait posé rapidement cette question. Donc permettez-moi de tourner la caméra et nous allons donc écouter ce que le journaliste va nous dire ici. Et on va essayer de rapidement lancer la vidéo. De Karine Wesso. Où va l'argent des générations futures? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Bon, voilà, chers compatriotes. Vous voyez, premièrement, quand on pose la question, qu'est-ce que l'homme fait? Il prend son mouchoir, il a transpiré sur le champ parce qu'il ne s'attendait pas à cette question. Il se suit d'abord ce visage avec un mouchoir. Vous comprenez déjà? Ça montre la réalité. Ça montre que l'homme savait déjà que ce fonds des générations futures, c'était que de l'arnaque. C'était un fonds qui lui avait été réservé. Les générations futures dont on nous fait état ici, c'est les générations futures de la famille Nguesso. Ce n'est pas le peuple congolais. Donc rapidement, nous allons retourner la caméra. Nous allons repartir, nous allons écouter ce que le dictateur criminel Sassou va dire. Si les générations futures, c'est qu'il est... pour les générations futures, regardez pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Chers compatriotes, comme vous venez d'écouter la réponse que celui qui est censé être soi-disant un chef d'État va raisonner. Il va dire, si c'est réellement l'argent des générations futures, mais c'est bien l'argent qui est réservé aux générations futures. On ne va pas quand même donner à la demoiselle. Mais est-ce que la demoiselle qui a posé la question a demandé qu'on lui donne un peu d'argent? Mais non, mais écoutez, vous comprenez que cet homme manque de l'esprit de la grandeur. Comment répondre aux attentes de tout un peuple? Vous le voyez ici, par sa réponse. Vous le comprenez par le fond, par la réponse, la haine qu'il a pour un peuple. Quand un peuple se lève pour lui poser des questions, à la place, c'est la haine. Quand vous comprenez qu'on ne va pas quand même donner à la demoiselle. Mais la demoiselle n'a jamais dit dans sa question qu'elle voulait un peu d'argent des générations futures. Ce n'est qu'une question parce qu'eux-mêmes, ils ont fait la propagande autour de ce fonds de réserve des générations futures. Voilà pourquoi cette Congolaise a donc une brave jeune demoiselle a donc décidé de poser cette question et la question est posée et nous entendons la haine dans la réponse du criminel dictateur. Et nous allons continuer de suivre la vidéo et nous allons entendre ce qu'il va dire à la fin. Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Bon, Karine, voilà, chers compatriotes démocrates du monde entier, comme nous venons de voir, l'objet c'était des générations futures. Mais aujourd'hui, il n'y a rien dans ce fonds des réserves des générations futures. Et pourtant, il avait dit lui-même que c'était réservé des fonds pour les générations futures. Il n'y a plus rien. Vous partez à la BAC, il n'y a plus rien. Zéro. Dans les comptes fictifs qui existaient avec la Banque de Chine, il y a $0 qui appartient à l'État congolais là-dedans. Parce que ces comptes
entre le Congo et la Chine a été créé comme un compte virtuel. C'est-à-dire, les Chinois viennent faire les travaux chez vous par crédit, hein, les travaux à crédit. Quand on dit Denis Sassou Nguesso est le bâtisseur, mais nous disons un homme qui bâtit son peuple, qui bâtit son pays, c'est un homme qui construit avec les fonds de son pays et non avec l'endettement. Vous voyez? Et donc, les Chinois viennent au Congo, ils font les travaux, mais le Congo doit rembourser en baril de pétrole. Vous voyez, ses compatriotes. Donc, les contrats avec la Banque de Chine, avec les Chinois, ont été signés au temps où le baril de pétrole était à 110 dollars. Vous voyez? Aujourd'hui, le baril, on peut dire à 40 dollars. Vous voyez? Donc, en ce moment-là, le Congo se retrouve dans une phase où il faut déverser plus de barils de pétrole, mais à la fin, le Congo n'a rien. Mais encore, il faut le signaler au peuple congolais, les travaux qui ont été réalisés n'ont pas été construits selon les normes d'ingénierie, les normes standards reconnues d'ingénierie. On a déjà fait une vidéo là-dessus. Allez-y, repartez dans notre chaîne YouTube. Vous irez voir les constructions du sable où on a retranché sur un certain nombre, par exemple, si nous prenons le cas des bâtiments, si on peut dire, selon les normes standards, un bâtiment vaut tant de millimètres ou de centimètres de mur ou de béton. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réduit, vous voyez, l'épaisseur sur les couches de bitume, l'épaisseur sur les bâtiments. Ils se sont construits avec du matériau non durable, vous voyez, des matériaux qui ont une longévité d'une période limitée de moins de 10 ans. Vous voyez? Voilà pourquoi tout ce que nous disons, que toutes les constructions qu'ils ont réalisées, c'est des constructions subissables, mais ça se réalise hein, sur la voie, la route nationale numéro 1 comme numéro 2. Nous savons déjà des catastrophes qui se font. Vous voyez? L'autoroute dont on nous parle, nous savons tous que l'autoroute, c'est des voies différentes. Ceux qui font l'aller, ceux qui font le retour viennent sur les différentes voies. Vous voyez? Mais ce que nous voyons chez nous, c'est que les véhicules se rencontrent et ça augmente le nombre des accidents. Éventuellement, les états de route sont en train de s'abîmer. Les lieux des investissements qu'ils ont construits, c'est des lieux qui ne vont rien rapporter au peuple congolais. Vous voyez? Donc, tout ce qu'ils ont construit, aujourd'hui, nous voyons dans leurs propres images, un lycée qu'ils sont allés renouveler, ils sont allés inaugurer. En Occident, quand on construit une école ou un lycée, ce n'est pas le premier ministre de ce pays ou le président qui va aller inaugurer. Même un maire, la plupart du temps, ne se déplace pas, vous voyez. Mais, toujours dans ce côté, le culte de la personnalité de vénérer, on nous démontre que c'est l'homme qui est capable, qui est en train de construire le pays, mais nous sommes en train de vous le dire, on le construit avec des dettes. Le Congo rembourse en barils de pétrole. Et aujourd'hui, le compte à la BAC, il est vide. Le compte virtuel en Chine, les échanges se font en dollars, en barils. Donc, l'argent où Sassou nous parle, oui, il y a eu le compte des générations futures, ça n'a jamais existé. Vous voyez, à la place, l'argent a été récupéré par Denis Sassou Nguesso, puisqu'il savait que la phase numéro 3 du Fonds monétaire international devait arriver, éventuellement la phase de négociation. Nous avions déjà fait une vidéo là-dessus, nous avions présenté la documentation de la phase numéro 3 qui concerne l'Afrique-TAC. Dans l'Afrique-TAC, ça inclut 9 pays, éventuellement les pays de l'Afrique centrale, et on ajoute la République démocratique du Congo, et le Burundi fait partie de l'Afrique-TAC. Vous voyez? Mais la différence entre les pays de l'Afrique centrale, c'est que les pays comme la République démocratique du Congo et le Burundi, ils ont leur monnaie. Donc, mais le programme de l'Afrique-TAC incluait ces pays-là. Donc, il est nécessaire d'expliquer que la rente du Fonds monétaire international devait se faire à partir de février. Mais la période de pouvoir donner des frais va commencer à partir de novembre. Et cette période va couvrir jusqu'en avril 2022. Vous voyez? Donc Sassou savait que cette période devait arriver. Malin qu'il est, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc vider les caisses. C'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. Vous vous souvenez, lors de la conférence nationale souveraine, quand Milongo est arrivé, les caisses étaient vides. Quand Lissouba est arrivé, les caisses étaient aussi vides. Vous voyez? Donc l'homme est habitué à fonctionner de cette façon. Donc Sassou,
Il va donc, il vide les caisses, il va cacher l'argent là où il peut, vous voyez, tout en sachant que le Fonds monétaire international va donc constater que le Congo n'a pas d'argent, le Congo a des dettes, mais éventuellement le Fonds monétaire international est une banque. Toute banque a envie de travailler avec des pays comme le Congo, qui est dans une apocalypse économique avérée, parce qu'il va donc emprunter le Congo à des taux d'endettement très élevés. Hein? Parce que du fait que votre cote de crédit il est très bas, toute banque ne va jamais vous emprunter de l'argent avec le taux normal que quelqu'un qui n'est pas, quelqu'un qui est moins endetté que vous. Voyez? Donc ça sont des choses que plusieurs jeunes Congolais doivent comprendre, comment les banques fonctionnent en Occident. Plus votre taux de crédit, hein, on le dit, votre crédibilité, hein, s'il faut le dire dans ces termes, est très élevée dans le sens où vous avez la bonne réputation de payer vos dettes, vous n'avez quasiment pas de dettes, la banque va vous emprunter avec un taux d'intérêt très bas. Mais plus vous aviez beaucoup de dettes et vous avez du mal à payer vos dettes, vous devenez donc un client potentiel de risque, vous voyez. Et en ce moment-là, les banques vous empruntent avec un taux d'intérêt très élevé, mais les banques sont contents d'emprunter de l'argent quand ils se rassurent que vous êtes capable de pouvoir rembourser tout cet argent. La banque est donc capable de vous payer. Maintenant, dans le cas où vous n'êtes pas capable de payer et que vous voulez quand même ce prêt, on cherche des garanties. Dans le cas où nous sommes en train de parler, les garanties éventuellement, le Fonds monétaire international pour le cas du Congo, on dit, bon écoutez, nous pour vous emprunter de l'argent, il faut que vous puissiez mettre en place un programme d'austérité. Éventuellement, c'est ce programme que Clément Mwamba est venu nous faire parler. Clément Mwamba a parlé de deux choses très intéressantes. Il a parlé de la fiscalité et des recettes douanières. Vous voyez? Comment c'est la garantie qu'ils ont donnée au Fonds monétaire international. Il y a trois choses en réalité, hein, comme garantie qu'ils ont donnée au Fonds monétaire international. Ils ont dit, écoutez, le Fonds monétaire international leur a dit, allez-y d'abord essayer de faire le premier nettoyage. Et nous, en ce moment-là, nous verrons votre volonté et en ce moment-là, on va regarder dans quel angle on va vous aider. Et eux, dans leur plan intellectuel, dans leur plan malin, qu'est-ce qu'ils vont donc cibler? Ils vont donc cibler les familles démunies du peuple congolais. On nous parle, oui, il y a des zones que nous pouvons récupérer de l'argent. Ils ont parlé de la zone forestière et le foncier. Vous voyez? Ils ont parlé des recettes douanières et le foncier. Mais qu'est-ce qui se passe dans le foncier en réalité? Ils vont donc imposer à chaque famille congolaise, tous les propriétaires de maisons, dans tout le pays, même les petits villages, de pouvoir s'acquitter d'un titre foncier. Ces compatriotes démocrates du monde étaient, écoutez bien ce que nous sommes en train de dire, parce que ça faisait déjà partie du plan préétabli par Denis Sassou Nguesso. Leur plan, ce n'est pas de pouvoir sauver le Congo, mais leur plan, c'est de pouvoir essayer de récupérer le maximum des terrains au niveau du Congo. Leur plan d'essayer de pouvoir exproprier les Congolais en passant derrière l'État. Démocrate du monde entier, la situation que nous sommes en train de vouloir vivre au Congo, c'est une situation très grave, très catastrophique. Leur plan n'est pas d'équilibrer leur budget selon ce que leur demande le Fonds monétaire international. Leur plan, c'est de récupérer le maximum de terrains que possible dans tout le pays. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont donc essayer de bombarder un certain nombre de montants où chaque propriétaire de maison au Congo, quand on parle du Congo, nous parlons du Congo en tant que nation. Nous ne parlons pas seulement des villes, mais nous parlons de tout le Congo. L'objectif ici, c'est que l'État veut vouloir récupérer les terrains. L'État veut vouloir devenir le propriétaire de toutes les propriétés. Hein? Il veut devenir le propriétaire des terres. Vous voyez? Donc, dans leur plan machiavélique, ils ont déjà projeté de pouvoir vendre les terres à des étrangers. Par exemple, la Chine qui est en train de convoiter nos terres d'une manière générale. Donc ça, c'est leur plan. Bon, vous imaginez le pauvre paysan qui est au village, qui vit là de décennie en décennie, de génération en génération. On va venir le dire, il faut que vous payiez 500 000 pour pouvoir obtenir le titre de propriété.
où il faut payer 1 million de francs CFA. Et puis quand on dit 1 million, ça sera mensuel. Quand on... Ils sont malins, hein, chers compatriotes. Écoutez bien ce que nous sommes en train de vous dire. Donc, leur objectif, c'est maintenant de s'attaquer aux familles faibles, c'est maintenant de s'attaquer aux plus faibles, c'est maintenant de s'attaquer au Congolais le plus pauvre, au Congolais, celui qui est au plus bas de l'échelle, celui qui n'a, il n'a ni emploi, 2, il n'a ni possibilité de s'en sortir. On veut maintenant aller lui ravir maintenant son propre terrain. On veut maintenant lui le ravir, lui détruire. On veut maintenant détruire sa famille. Vous voyez, ses compatriotes. Donc, quand Mwamba dit, nous avions des potentialités pour pouvoir récupérer pas mal de l'argent, Mwamba parle du foncier. Éventuellement, ce qui va se passer, c'est que, comme vous le savez dans le système du Congo, ceux qui sont au haut de l'échelle ne payent rien. Par le système de magouille qui existe, ils ne paieront rien. Ce sont les plus faibles. On va donc venir vous dire, vous devez payer tant. Et quand vous ne payez pas, après une certaine période, on va dire, l'État récupère vos parcelles. On a vu cela avec leur munition du propriétaire foncier, Mabiala, quand il faisait le tour, quand il menait la guerre aux propriétaires fonciers, quand il récupérait un certain nombre de terrains, parce qu'il avait du doute sur la documentation, mais quand même quand on lui présentait la documentation en bonne et due forme, mais il voulait s'imposer. Vous voyez, c'est cela qui est en train d'arriver. Ça faisait déjà partie du plan. Vous voyez, ils ont pillé l'argent du Congo, ils se sont enrichis, ils se sont tout pris, ils ont tout pris. Vous voyez? Et là, ils veulent maintenant s'attaquer aux Congolais moyens, aux Congolais faibles, le foncier. Donc, ne soyez pas étonnés dans les jours qui vont suivre. On va commencer à vous exiger de payer des frais pour s'acquitter de titres fonciers. Et ça sera, moi, personnellement, nous pensons que ça ne sera pas des frais annuels, ça ne sera pas des frais définitifs, mais ça sera des frais que vous payerez mensuellement ou peut-être par année. Hein, c'est cela qui sont en train de vouloir arriver. Maintenant, il a parlé de la forêt. Bon, mais ce que nous connaissons, de toutes les façons, la forêt, nous savons, toutes les compagnies qui exploitent au Congo sont gérées par Henri Nzongo, hein, d'une manière générale, hein, même s'il n'est plus là-dedans, mais il est toujours associé à la pêche et ainsi de suite. Mais les forêts sont gérées par Henri Nzongo. Ça, c'est une propriété privée de Denis Sassou Nguesso qu'on ne touche pas. Parce que toutes les fois qu'ils ont des grands problèmes économiques, quand ils ont les bons pétroliers, ils ne viennent pas siffler qu'ils ont des problèmes. Dès que le baril de pétrole baisse un tout petit peu, et on commence à vouloir accuser le baril de pétrole, pendant qu'ils sont restés là pendant plusieurs années, ils n'ont jamais projeté de pouvoir diversifier l'économie du Congo. Mais nous disons à Mwamba, comment Mwamba va faire pour essayer de diversifier l'économie du Congo, puisqu'il dit, nous n'allons pas seulement compter sur de l'or noir, je veux le dire, l'assistance qui aidera à mener les réformes structurelles nécessaires pour transformer l'économie du pays à travers des nouveaux leviers de croissance autres que l'or noir. Mais comment il va le faire? Puisqu'ils sont restés là pendant plusieurs années. Sassou est venu, l'autosuffisance alimentaire, le chemin d'avenir, plusieurs programmes comme ça, l'émergence jusqu'en 2025, et voilà l'émergence là où nous emmène. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, chers amis démocrates du monde entier, leur plan, il est clair. Récupérer les terrains pour les vendre aux étrangers. Récupérer les parcelles pour pouvoir appauvrir les Congolais, pour pouvoir pousser les Congolais à plus de l'esclavagisme. Donc, en fin de compte, vous êtes chez vous, mais vous ne vivez plus chez vous parce que l'État va devenir propriétaire, vous devez payer de l'argent. Donc, tout ce que nous disons à Mwamba est un voleur. Mwamba est un voleur. Et que nous voulons ici dire, Mwamba, tu dois les Congolais par la BCC. Votre projet de réforme de fiscalité, nous ne savons pas comment vous allez mettre la fiscalité, puisque tous ceux qui sont dans le régime criminel, tout ce monde-là sont des commerçants. C'est des gens qui font de l'import-export. Le port leur appartient. Ils ont vendu le port à Bolloré, mais ils ont leur activité qui continue à faire le business. Comment ils vont récupérer la fiscalité, les frais douaniers au niveau de la banque? Éventuellement, c'est le petit Congolais moyen. Donc, éventuellement, nous qui sommes dans la diaspora, nous qui voulons aller investir au Congo, nous qui voulons apporter
du métier aux Congolais, apporter des petits équipements pour aider le Congolais, nous ne pourrons plus jamais les faire parce que les frais douaniers seront multipliés 20 fois, 50 fois, 100 fois ce que nous allons apporter. Maintenant, eux qui sont dans ce système, ils ne paient quasiment pas. Nous avons dernièrement écouté cette saga, je n'ai pas envie de citer, de la fille de Ndenge, éventuellement avec son époux. Vous voyez, quand elle dit, le père l'a aidé à sortir de la marchandise au port de Pointe-Noire. Il n'est pas dit que Ndenge est allé payer la marchandise au port de Pointe-Noire, vous voyez. Donc, comment ils vont récupérer l'argent de la fiscalité? Éventuellement, ils vont essayer de booster la fiscalité pour des grandes entreprises, par exemple Total et Eni, mais éventuellement, ces entreprises-là aussi sont protégées par des contrats pétroliers qui font que, aujourd'hui, le matériel qu'ils emmènent pour exploiter le pétrole ne sera jamais surchargé. Vous voyez, donc, ils sont en train de tourner en rond avec cette affaire du Fonds monétaire international. La meilleure façon, c'est d'abord, si vous voulez mener ces réformes, oui, vous voulez mener les réformes, mais pas avec les mêmes individus, parce qu'ils ont failli sur toute la ligne. Ils ont failli sur tous les projets qu'ils ont vus. Nous pouvons par exemple parler du projet Eker, qui est l'unique l'avionneur congolais qui faisait des voyages un peu par-ci par-là, le transport des personnes et des biens au niveau du système aérien. Nous avons vu comment ils ont détruit Eker. De la même manière qu'ils ont détruit l'INA Congo, vous voyez, cette compagnie congolaise qui assurait le transport aérien dans tout le pays, ils ont brisé l'INA Congo, même Air Afrique, hein, d'une manière générale, nous savons que tout ce monde-là ne payait quasiment pas les tickets de Air Afrique. Donc, Eker qui est venu, c'était en fait une pompe à argent, une pompe qui leur permettait de sortir des fonds dans le trésor public congolais. Mais non, nous nous disons, quel genre de réformes vous allez apporter avec les mêmes individus, les mêmes personnes qui sont habituées à piller et à détruire le Congo? Quasiment pas. Nous allons continuer à tourner en rond avec ces mêmes systèmes. Voilà pourquoi nous disons au peuple congolais, aux jeunes de Pointe-Noire, aux jeunes de partout dans tout le pays, le danger est en train d'arriver. Au fur et à mesure que vous continuez à vous cantonner dans vos maisons, que vous continuez à rester chez vous, à boire votre bière, qu'on vous vend partout dans tout le marché, qu'on vous vend librement dans les rues, mais le pire est en train d'arriver. Parce que même là où vous vivez, si vous êtes locataire, premièrement, vous avez du mal à payer le loyer. Deuxièmement, le propriétaire de ce loyer va perdre sa parcelle parce qu'on va lui imposer des taxes foncières. On va lui imposer un titre foncier qui ferait qu'il serait donc soit d'augmenter le prix du loyer, ce que tu ne seras jamais capable de payer, parce que lui, il aura envie de conserver sa maison. Deuxièmement, ou il ne sera pas capable de payer ce que Mwamba et Denis Sassou Nguesso va vouloir lui imposer. Et en ce moment-là, il va donc perdre la maison parce que l'État va récupérer cette maison. En ce moment-là, toi, le jeune Congolais, qui autrefois était locataire, tu vas te retrouver dehors. Et vous serez nombreux comme ça. Donc, on va arriver comme un peu en Occident. Hein, ce que vous appelez en France des SDF, vous voyez, des sans-abri, vous voyez, et c'est cela qui est en train d'arriver au Congo-Brazzaville, dans notre propre pays, dans nos propres terres, des parcelles que nos grands-parents nous ont laissées, des parcelles de famille, des parents qui n'ont pas de moyens pour subvenir à ces besoins, déjà du fait qu'ils sont retraités, leur pension ne passera pas. Le Congo est en train d'arriver à une situation catastrophique. Ils ont reçu à créer l'apocalypse économique, l'apocalypse humanitaire, par la destruction du département du Pôle, par le chômage qui atteint le sommet le plus haut, par les services de santé qui sont complètement brisés, le système éducatif qui sont complètement brisés. Maintenant là, ils veulent maintenant s'attaquer à là où vous dormez. Et nous disons au peuple congolais, au fur et à mesure que vous êtes pour vous tranquille dans les maisons, vous dites que oui, ça va aller, le pire est en train d'arriver. Souvenez-vous, on vous avait dit que Sassou a créé l'apocalypse économique au Congo. Excusez-moi, je vais essayer de... Au fur et à mesure que nous menons des conversations, on est en train aussi de chercher plusieurs informations. Et puis, nous allons donc vous montrer tout ça. Voilà.
Voilà. Donc, au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, le Congo est en train d'aller en déclin, les familles vont continuer à s'appauvrir et les familles vont continuer à s'autodétruire et en ce moment-là, eux, ils vont toujours continuer à évoluer. Parce que le plan de destruction de Sassou, il est clair, briser le Congo. Après lui, c'est le déluge. Il a dit, il a toujours dit. Vous voyez? Après, c'est le déluge. Voilà pourquoi il se prépare. Hein, des générations qui seront plus riches, ça sera les familles des dignitaires qui sont proches de ce régime. Et toi, le tas congolais, le jeune congolais, on va briser ta famille, on va briser tout parce qu'on va récupérer même la maison familiale là où tu es en train de vivre présentement. Voilà pourquoi nous disons aux jeunes du Congo, c'est le moment où jamais nous faisons notre part de responsabilité d'aller vous chercher des informations, de vous édifier, de vous le dire de vive voix. Vous voyez? Mais il me semble qu'il y a un calme apparent, il y a un calme total de la jeunesse au niveau du Congo. On l'a toujours dit, pour faire chuter le régime criminel, il faut arriver à déstabiliser la ville de Pointe-Noire. Vous arrivez à bloquer cette fameuse production pétrolière, arriver à bloquer Njeno, hein, vous voyez, le terminal de Njeno, parce que c'est là où tous les tankers viennent pomper le brut. Si vous arrivez à déstabiliser Njeno, si vous arrivez à empêcher les travailleurs de Eni et Total d'aller dans les plateformes produire le pétrole, si cela n'arrive que pendant 2 jours, ça fait des multimilliards de pertes de production. Et cela a des conséquences. Le criminel qui a sa cravate à Milan, qui attend énormément, comme ceci, des multimilliards dans son compte, du bonus de la production pétrolière, n'aura plus ce bonus-là. Le criminel qui est en cravate à la Défense au niveau de Paris, ou le criminel qui est dans le bureau de l'Assemblée nationale française, qui attend de l'argent de la part de la dictature qu'il est en train de couvrir, n'aura plus son argent. Le criminel qui attend son argent dans son bureau au Congrès américain, qui soutient la dictature du Sassou Nguesso, n'aura plus son bonus. Le criminel qui est quelque part dans une banque qui attend le transfert de fonds, revenant de ce système, n'en aura pas. Parce que la production est en arrêt. Et qu'est-ce qui va arriver? Ça va donc entraîner une frustration. Et cette frustration ferait qu'il y ait un changement. Nous savons que Sassou la France continue à soutenir le criminel Sassou malgré tous les crimes qu'il est en train de commettre. Vous voyez? Donc rapidement, chers compatriotes, on va vous montrer quelque chose avant de clôturer. Donc, un instant. Voilà, donc avant que nous puissions clôturer cette vidéo, une façon de vous dire que l'homme s'est préparé, tous les plans qu'il a préparés avec cette conférence de presse où on envoie des gens comme les Clément Mwamba venir essayer de préparer les Congolais en faisant croire qu'ils réussiront, hein, parce que quand nous essayons de lire la toute dernière phrase de Mwamba, la toute dernière phrase de Mwamba dans cette conférence de presse, Mwamba dit ceci, un instant, voilà. Le Congo a des problèmes, mais le pays est debout et sait où il va. Mais, je répète, écoutez ce que Mwamba dit. Le Congo a des problèmes, mais le pays est debout et sait où il va. Est-ce que Mwamba réfléchit avant de dire cette phrase-là? Est-ce que c'est Sassou qui est debout et il sait où il va? Ou c'est le Congo qui est debout, le Congo sait où il va? Voilà pourquoi nous disons au peuple congolais, ils ont déjà un plan. Leur plan, ils sont debout. Ils continuent d'avancer avec ce plan. Ils continuent d'avancer dans cette direction. Maintenant, c'est à nous, le peuple congolais, ceux qui sont au Congo, de se lever. Regardez ce qui se passe au Togo. Nous avions des leaders d'opposition qui sont sur le terrain, à Lomé même. Ils arrivent à mobiliser tout un peuple. Mais ces leaders d'opposition qui sont au Congo, qu'est-ce qu'ils attendent? Chers compatriotes, voilà pourquoi nous vous disons, ne comptez pas sur les gourous girouettes. On l'a toujours dit. Ne comptez pas sur les gourous girouettes.
Parce que ces gourous girouettes doivent protéger leur gagne-pain. Ils doivent protéger les accords hein, qu'ils ont eu à signer entre eux et Sassou. Le privilège, ils doivent conserver ce privilège. Éventuellement, tout un chacun d'eux a un salaire mensuel, hein, en forme de per diem, hein, si vous voyez, qui varie entre 1500 et 4000 euros. Vous voyez, en dehors de cela, il y a les bourses présidentielles qui sont réservées à leurs enfants. Et il y a aussi les évacuations sanitaires, le passeport diplomatique. Tout ça, ça fait partie, comme on dit en anglais, le package. Hein, le package. Donc, c'est un paquet de bonus que Sassou a mis à leur table. Voilà pourquoi on dit, les leaders d'opposition là, ne mobiliseront jamais le peuple congolais, comme il avait fait, je crois, le 15 septembre. Hein. Je ne sais pas encore si la date est réelle, mais ceux qui ont la mémoire peuvent toutefois nous le rappeler, quand il y a eu la grande manifestation au boulevard Alfred Raoul, quand vous avez vu tous ces gourous girouettes qui se disaient de l'opposition, mais ils avaient un plan, si vous voyez tout un chacun d'eux, à la fin de ce meeting, malgré que le peuple voulait aller récupérer le pouvoir, ils ont tout fait pour empêcher que le peuple puisse aller récupérer le pouvoir. Ils ont protégé ce que nous appelons, ces gourous girouettes représentent ce que nous appelons en anglais the shield. The shield. The shield, c'est une barrière, vous voyez, une barrière, une forte barrière qui ne permet pas à l'ennemi de pénétrer. Et c'est cela qui se passe au niveau du Congo-Brazzaville. Les gourous girouettes, tout un chacun d'eux a pris le micro, bokota nandako, hein, bokota tranquille na bandako, beno kwenda tranquille na bayinzo, beno kumwangi savait, et tout un chacun d'eux a eu à faire la même chose. Ils ont réussi ce coup-là. Pendant ce temps, Sassou savait, il avait déjà même fui au fin fond, il avait déjà des hélicoptères proches de lui, il appelait déjà partout dans tout le pays pour quitter le pays. Mais ils ont reçu le coup. Vous voyez? Voilà pourquoi nous disons à la jeunesse congolaise, organisez-vous. On l'a toujours dit, si vous arrivez à vous organiser en groupe de 100, 200, avec des téléphones arabes de bouche en bouche, simultanément, vous vous êtes retrouvés 10 000 à un endroit. Éventuellement, vous connaissez l'endroit du pouvoir au niveau de Pointe-Noire. Vous occupez les camps militaires, vous occupez la base totale, la base Eni, Ndjeno. Et quand on le dit, vous occupez, vous vous préparez, parce que les gens-là, ils vont venir vous fusiller, mais vous vous préparez avec vos manières. Vous occupez tous les bureaux de téléphone arabe. Ça ne va pas se faire seulement à Pointe-Noire, mais ça va se faire dans toute l'étendue du territoire national. Tous le même jour, au même moment. Vous utilisez les téléphones arabes. Encore, soyez prudents. Il ne faut pas que ce téléphone arabe-là passe par la bouche des traites. Parce qu'il faut le dire, tous les traites ne seront plus dans ce pays-là. Et les traites, nous le savons. Comme vous le voyez, ce sont les mêmes ce sont les mêmes gourous girouettes que nous voyons. Autant de Sassou, autant de Lissouba, autant de Milongo, autant de Sassou, ce sont les mêmes qui circulent. Pendant ce temps, la jeunesse n'a pas sa place. On prend quelques jeunes, on essaie d'embrouiller de gauche à droite, on bousille le système scolaire, on bousille le système de santé. Aujourd'hui, le CHU complètement en arrêt. Le plus grand centre hospitalier du pays complètement en arrêt. Et personne ne dit rien. Personne ne fait rien. Les salaires ne sont pas payés. Ou on paye à compte-gouttes parce qu'on essaie de racoler de gauche à droite quelques fonds qu'on va sortir dans les bunkers personnels. Personne ne dit rien. Peuple congolais, réveillez-vous. C'est le temps de la conscience. Les autres pays africains ont compris, sont en train d'avancer. Les jeunes ont compris que nous ne pouvons pas compter sur les mêmes gourous girouettes, excusez-moi, les mêmes gourous girouettes. Pourquoi gourous? Ils sont gourous d'un système cantonné, assis, pensant qu'ils sont des maîtres de jeu. Et en même temps, les girouettes, ils suivent la direction du CFA. Dès qu'un CFA, un billet de CFA est lancé dans cette direction, ils se tournent tous pour suivre ce CFA. Et l'unique objectif, c'est de protéger Sassou, c'est de conserver Sassou. Nous avions vu des gens comme les Ngitoukulu, ils sont encore revenus pour aller pomper. Vous voyez? Mais ils sont là pour protéger un système, protéger un homme, le culte de la personnalité. C'est toujours Sassou qui a raison. Comment pouvez-vous expliquer, depuis l'assassinat
du cardinal Émile Bienda, depuis l'assassinat de Maringwabi, l'assassinat de Massamba Deba, l'assassinat de Youlou, l'assassinat de Kimboa Lankaya, de Diawara, de Kinganga, l'assassinat de tous les hommes, les grands hommes de ce pays, il n'y a qu'un seul homme qui a toujours raison. Non, chers compatriotes, ne soyons pas des aveugles, des gens qui suivent un système par le fanatisme. Jeunes Congolais, ne sois pas un fanatique parce que telle personne est de ta région. Soyons plus motivés et plus déterminés pour libérer le Congo. Si nous nous battons, ce n'est pas parce que nous sommes plus Congolais que vous. Non, nous avons tous l'intérêt commun, un pays commun à sauver, un intérêt général à sauvegarder. Le Congo demeure notre terre, vous voyez. Nous sommes nés là, peut-être que nous serons enterrés là. Mais il faut que nous nous battons pour préparer l'avenir à tous ces jeunes-là, à tous ces petits-là, que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, tous ces petits sont perdus. Parce qu'à l'âge de 12 ans, 11 ans, ils commencent à prendre la bière. Mais c'est un système qu'on a fait exprès pour briser le cerveau. On essaie de récompenser quelques jeunes, mais on divise le Congo. Ceux du nord de l'ethnie Sassou, proches de Sassou, doivent avoir les meilleures écoles, les meilleures routes. Et on essaie de les inculquer que ton ami du sud est le mauvais. Non, ses compatriotes, cet homme il est mauvais. Voilà pourquoi nous disons, si nous pouvons tous nous réunir ensemble, ensemble, pour essayer de relever le Congo, mais pour y arriver, il faut que nous brisons Sassou, nous brisons le système PCT, nous brisons le parti nazi, nous brisons les gourous girouettes. Une fois que cela est fait, c'est revenir le Congo sur de nouvelles bases. Les réformes dont nous sommes en train de penser ne peuvent jamais se faire avec les mêmes individus parce qu'ils ont échoué sur toutes leurs lignes. Les réformes viendront, mais ça va être une réforme qui va se faire d'une manière graduelle. Pas une pente à 90 degrés. Vous voyez, c'est quasiment impossible. Vous voyez, une pente à 90 degrés, c'est la chute. Vous voyez, voilà pourquoi nous disons aux Congolais, nous ne pouvons pas compter 1 sur Mwamba, 2 sur Sassou, 3 sur Bouya, ainsi de suite, même un certain nombre de leaders qui viennent nous faire miroiter le terme opposition. Nous ne sommes pas là pour protéger qui que ce soit. Nous nous déstabilisons tous ceux qui veulent venir détruire le combat. L'objectif, il est clair. Pour que le Congo puisse tourner vers le Fonds monétaire international ou essayer de regarder comment diriger ce pays, il faut que Sassou quitte. Point. On ne négocie pas avec Sassou. Si Sassou veut négocier, il peut peut-être essayer de négocier sa sortie. Mais Sassou ne va pas sortir comme ça là. Il doit être jugé, condamné et rembourser tout l'argent qu'il a mené pour ce pays-là. Et nous sommes dans ce cap-là. Nous ne changerons jamais. Vous voyez, ces compatriotes. Ce cap est clair. Pour sauver le Congo, Sassou doit quitter. Le PCT doit être complètement aboli. Tous ceux qui ont commis des crimes doivent être convenablement jugés et condamnés. On ne peut pas laisser ce pays d'une manière impunie générale. Vous voyez, il faut bien que la loi prime sur tout. La justice devient au-dessus, au seuil de tout. Voilà pourquoi dans tout le programme, on l'a toujours dit. Dans notre nouvelle vision de voir le Congo, même les juges, ils seront votés. Tu fais ta campagne, on te vote. Le procureur de la République va être voté. Et ça ne sera pas un procureur de la République. Et chaque département, d'ailleurs, on va même changer cette affaire des départements, ça va revenir aux régions. Chaque région aura un procureur général qui va assurer les crimes de chaque région. Et c'est cela qu'il faut voir le Congo. Donner le pouvoir à la justice aux juges intègres qui va vouloir conduire le Congo dans une autre direction. Il faut enlever la politique dans la justice, dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée. On l'a toujours dit, l'armée congolaise va être abolie. Le plan, il est clair. Le Congo paye pour ça. On fait venir 40 000 troupes au Congo. On peut les intituler comme on veut. Un pays étranger peut nous donner un coup de main. On peut les appeler les casques bleus. C'est cela. Nous voulons ramener le Congo sur de nouvelles bases. Il faut le faire. Vous abolissez l'armée complète. L'armée congolaise complètement détruite. Il n'y aura rien. Ceux-là, les généraux qui étaient là, ne peuvent jamais revenir. Ceux qui ont commis des crimes ne peuvent jamais rentrer dans cette armée. Il faut mettre une armée sur de nouvelles bases. 40 000 troupes pour former, pour sécuriser le pays. Et en ce moment-là, il y aura un recrutement qui va être fait. Ce recrutement ne sera pas fait sur les potentialités ethniques. Et éventuellement, la meilleure façon de diriger le pays, c'est de voir dans chaque département, on peut dire, bon voilà, vous êtes ressortissant de telle région, on va d'abord évaluer vos compétences. Et en ce moment-là, on va essayer d'interposer. On mettra des lois. Par exemple, on peut dire, un député ne peut pas avoir accumulé 2 mandats. Tu fais 2 mandats, tu sortes de là, on te déguerpille de là. C'est cela. Les juges
vont être votés. Les procureurs vont être votés. Donner le pouvoir à la justice. Éventuellement, améliorer les salaires. Vous voyez? Pour améliorer les salaires, il faut apporter des meilleures idées pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse. Ces gens-là sont incapables de le faire. Ils ont eu de l'argent. Beaucoup d'argent. Sassou a eu tous les privilèges de ce pays, toutes les chances que ce pays a eues. Si Sassou avait l'intelligence, quelqu'un l'a dit, hein, si Sassou avait l'intelligence de Massamba Deba, de Fulbert Yulu, de Marien Ngouabi, le Congo serait un pays émergent, au même titre que les pays européens. Parce qu'on a la richesse, on a tout. Mais l'homme ne pense qu'à lui-même. Sassou est mauvais, il faut l'enlever. Mais non, nous allons rapidement conclure sur un article. Vous voyez, à la place de pouvoir négocier sa sortie, l'homme est en train de préparer plusieurs plans. Là, on nous parle d'une rencontre de tous les dignitaires d'Afrique centrale, notamment les dictateurs d'Afrique centrale. Entre-temps, nous avions vu le secrétaire général du parti au pouvoir en Burundi venir à Brazzaville. Et, sachant que Edouard Dos Santos n'est plus, Sassou devient maintenant l'homme fort, le joker de la France. Donc, il doit jouer son rôle. Il doit maintenir la dictature dans cette zone. Parce que si jamais Joseph Kabila tombe en République démocratique du Congo, nous pouvons avoir des alliés au niveau de la République démocratique du Congo qui vont nous aider pour déboulonner Sassou. Si jamais Ali Bongo tombe au niveau du Gabon, nous pouvons avoir des alliés où le matériel de combat que nous sommes en train de chercher peut rentrer par le Gabon pour venir le déboulonner dans son village de Oyo. Vous voyez? Si jamais Biya tombait, le Cameroun va être un passoire pour nous, pour rentrer, pour aller le déboulonner dans son bunker à Oyo. Vous voyez? Si la République centrafricaine perd le contrôle de la République centrafricaine, en ce moment-là, nous pourrons utiliser la République centrafricaine comme un moyen. Donc, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il crée encore un shield, renforcer ses États avec la dictature, renforcer ses États avec son soutien. Déjà, on nous parle, si tout va bien, le 19 octobre, tous les dictateurs de la zone Afrique centrale viendront à Brazzaville pour une réunion secrète. Nous n'inventons rien, nous allons vous faire passer ça, comme ça vous allez voir. Voilà, regardez cet article, on nous parle réunion stratégique autour de Sassou Nguesso à Brazzaville. Et éventuellement, si nous voyons l'article, hein, l'article vient de Potentiel Online, ça sont des sites qu'il faut chercher. La plupart du temps, ces gens-là nous affichent plusieurs informations. Les informations, dans la plupart du temps, s'avéraient vraies. Vous voyez, chers amis, nous cherchons, nous fouillons des informations et nous devons lutter pour libérer le Congo. Maintenant, je vais terminer par deux grands messages. Je vais parler aux forces de révolution, de forces de libération du Congo. Du révérend Pasteur Ntoumi. Il ne faut pas se faire prendre dans ce piège. Hein, et nous disons ça aussi à tous ces compatriotes de la diaspora. Personnellement, je ne sais pas quelle est la stratégie derrière ça. Hein. C'est-à-dire, dans ces derniers jours, nous voyons plusieurs publications, des photos de nos compatriotes qui assurent la résistance au niveau du Congo dans les médias sociaux. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est une stratégie pour aussi montrer à notre ennemi que nous existons? Je ne sais pas, je ne maîtrise pas cette information, nous ne maîtrisons rien. Mais ce que moi, je suis inquiet. Je suis inquiet de quoi? Je suis inquiet de la géolocalisation. Je suis inquiet de toutes les communications qui sont en train de se faire entre les résistants qui sont sur le terrain dans les forêts au niveau du Congo avec la diaspora. S'il est seulement si, durant les communications qui se font ou dans les échanges des photos, le criminel arrive à intercepter cette communication et à repérer le lieu où l'information est partie, en ce moment-là, il y aura beaucoup de pertes dans la résistance. Et nous ne voulons pas arriver là. Et moi, principalement, je n'ai pas envie d'entendre parler que ceux qui résistent au Congo, on les a tous écrasés. En ce moment-là, ça va acclamer victoire. En ce moment-là, les sages, les poules vont acclamer victoire. Voilà pourquoi nous demandons, si jamais quelqu'un a ce message-là, quelqu'un va écouter mon message d'aujourd'hui, s'il vous plaît, demandez aux forces de libération du Congo, au Ninjan Siloulou, au révérend Pasteur Ntoumi, de demander à ce groupe de rester dans le calme, dans la distraction, dans le calme, dans la concentration.
concentrez-vous sur des stratégies qui vont vous permettre d'aller déboulonner le gars à Oyo. Ne vous lancez pas dans les spots publicitaires. On n'en a pas besoin. Nous savons que nous avons un ennemi qui est rude, qui est un véritable criminel. Il est capable d'aller vous jeter une bombe chimique là-bas. Il est capable. Et il le fait déjà. Vous voyez? Donc, s'il vous plaît, aux forces de libération du Congo, à toute la diaspora qui est en communication avec nos compatriotes qui sont en train de résister au Congo, nous avons montré notre inquiétude. Notre inquiétude, c'est le fait qu'il y a trop de publications. On n'en a pas besoin. Nous avons besoin de ces compatriotes-là, de se concentrer. On n'a pas envie que ces compatriotes-là puissent être écrasés en un rien de temps, parce qu'on a intercepté les communications et puis on a repéré là où l'endroit où il se trouve. La télécommunication est tellement avancée, vous ne pouvez pas s'imaginer qu'à travers une photo, on puisse identifier là où vous êtes. Chers compatriotes, s'il vous plaît, faites véhiculer le message. Nous voulons ici attirer l'attention de la diaspora qui rentre en communication avec les forces de libération du Congo. De réduire les communications, les publications des photos. Ne montrez pas les stratégies à l'ennemi. Vous voyez? On n'a pas besoin de ça. Notre objectif, il est clair. Détruire Sassou. Concentrons-nous dans cet objectif. Augmentons les stratégies de pouvoir contre-attaquer Sassou. On n'a pas besoin des photos publicitaires. Vous n'avez pas besoin. Votre ennemi, c'est le jour où vous allez attraper Sassou, vous allez le bondir en trophée. Mais lui, si jamais il a la chance, il ne va jamais vous pardonner. Voilà pourquoi nous ne voulons pas qu'on nous dise, bon voilà, toutes les forces, on a eu des grandes pertes dans les rangs des forces de libération du Congo. Voilà un peu le grand message que je tenais à faire passer. Maintenant, pour terminer, j'ai trouvé qu'il était nécessaire de vous faire écouter une vidéo ici, là, que moi j'ai trouvé très important. C'est notre frère, nos frères de la République démocratique du Congo, que j'ai trouvé que l'esprit du patriotique, hein, l'esprit patriotique, pour libérer son pays. Donc, juste un instant, voilà. Voilà. Et ceci se passe au Parlement de la République démocratique du Congo. Regardons le courage qu'a ce député. Le courage. Quand on veut défendre sa nation, on prend le courage de le dénoncer et de le dire de vive voix. Et on le dit sans s'inquiéter. Nous allons écouter ce que ce député va dire. Après Terre d'avenir, ça sera l'UDFAC. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, vous me permettrez de parler en lingala. Je vous en prie, comme je l'ai promis à nos électeurs. Honorable Président, ngai batinga na koloba makambo na koloba siko. Ya liboso bana ya Kinshasa na bana ya Goma o na sala bango contact. Balobi yebisa président Assemblée nationale yebisa tata mokonzi to déclarer guerre na Rwanda lelo. Yami balé bapesa biso mindoki tokota na Rwanda na makolo. Honorable Président, biso tant toza kokola soki oke na classe babeti ozongi oza kolela moboti ya kobakisa to azongisi yo kuna pa euti okeki yo mpe kende kobunda soki aleki yo makasi so ata libende so ata ye nini Rwanda kosaka na biso te Rwanda kosaka na biso ndenge nini babeti batelemi sikoyo baza wana. Et moi, je ne donnerai pas ici les informations que je reçois, c'est comme si j'ai relayé leurs informations. Nous sommes tous informés de la situation de l'Ekapunda. On a le besoin de bisous de Moussal. On peut sa bisou Mandoki. L'histoire du leader quinois, pour l'accès à la 98, déjà pas la Kini va pour Mamaka déjà. Et vous allez cacaner Zalaka. Parce que ça n'a rien à voir ce qui va me qui, pour éviter la idéologie changeante.
Et puis, honorable président, ma complice belé va la carte Kinia. Donc voilà, chers amis, quand mon notier, il était nécessaire de vous présenter ces images. Le courage pour ceux qui n'entendent pas Lingala. C'est un député au niveau de la République démocratique du Congo, puisque nous savons que la République démocratique du Congo est annexée par le Rwanda, éventuellement par le pillage des richesses naturelles. Et ça, c'est un député qui le déclare. Il dit, on en a marre que les autres pays continuent à nous bousiller. Les jeunes de Goma et de Kinshasa ont dit, nous allons déclarer la guerre, nous allons aller attaquer le Rwanda. Voilà pourquoi nous disons au peuple congolais, l'aide ne viendra ni de l'Occident, l'aide ne viendra ni du ciel. Le temps de la manne est terminé. Ne passez pas vos temps à aller prier sous la terre et tout ça et tout. Ne passez pas vos temps à aller dans les églises, 20 heures de prière, sans pourtant chercher à aller travailler. Tout cela, c'est un temps perdu pour rien. Cherchez la liberté, battez-vous pour votre liberté. Le Congo est envahi par des reptiliens, des assassins, des criminels, des voleurs, des pilleurs. Nous devons libérer le Congo-Brazzaville entre les mains de l'emprisonnement. Parce que vous savez, les religions aujourd'hui au Congo sont contrôlées par le système politique, criminel et dictatorial. Qu'il s'agit de l'église catholique, église évangélique, les églises de réveil, des églises pentecôtistes, kimbanguistes. Nous avons vu dernièrement Guy Parfait Kolela nommé général le plus haut gradé, peut-être le maréchal au niveau de l'armée du salut. Tout ça, c'est contrôlé par Denis Sassou Nguesso, éventuellement une façon de pouvoir lui donner le flambeau, le leader de l'opposition. Il y a trop de traites dans ce pays. Beaucoup de traites. Ces mêmes gens que nous venons de citer, des Pascal Satima Biala, certains leaders d'opposition, tous c'est des véritables traites. Les vrais opposants, ils sont au cachot. Ils sont au cachot. Libérons ces leaders politiques. Les jeunes Congolais, prenez l'engagement pour libérer le pays. Tu dois savoir, le temps de la manne est terminé. Même cette Bible que les Européens vous ont amenée pour essayer de vous christianiser, pour que vous continuiez à donner votre cœur pendant qu'on est en train de vous tuer. On vous dit, si quelqu'un vous gifle de la main de la joue droite, donnez-lui la joue gauche. Mais bien, la deuxième gifle va vous faire sauter les dents. Le temps de la manne est terminé. Il est temps que vous puissiez être sur le terrain. Battez-vous pour libérer le Congo. Les Togolais le font. Fort Nyaksigme tombera. Sassou doit tomber par tous les moyens. Voilà pourquoi nous disons à l'armée congolaise. Tous ceux qui sont en train de comploter avec le criminel, vous êtes en train de sauvegarder un clan, une famille. Pensez à la nation. Pensez à la nation. Aux députés, entre guillemets, pensez à la nation. Pensez au Congo. Au Congo de demain, au Congo de vos enfants. Demain, après-demain, vous n'occuperez plus ces fonctions-là. Vos parents feront comment? Libérons tous le Congo pour retrouver un Congo meilleur. Pour le faire, Sassou doit partir, Sassou doit être dégagé, le système doit être libéré, le pays doit être libéré. Il y aura beaucoup de travail à faire. Mais il faut d'abord enlever la gangrène. Vous ne pouvez pas soigner le corps de l'homme des autres maladies pendant que vous avez une gangrène qui est en train de le ranger. C'est impossible. La gangrène, c'est Sassou. Le mauvais, c'est Sassou. Sassou représente le mal de ce pays pendant des générations et plusieurs générations. Il est en train de sacrifier des générations et des générations congolaises. Politiquement, du point de vue éducationnel, du point de vue système de santé, et là encore avec une dette que le Congo ne va jamais s'en sortir. Commençons par le dégager. Les réformes que Mwamba est venu nous parler en cirque, Mwamba était un voleur, il a pillé la BCC. Les réformes qu'on veut vouloir nous faire miroiter avec le Fonds monétaire international n'apportera jamais la solution. Vous pouvez donner de l'argent à Sassou maintenant, de l'argent qui prend la distance entre le Congo et le Canada. Il ne fera rien de bon, il ne va jamais développer le Congo. La preuve en est, il va faire venir les dictatures à partir du 19 octobre pour enfoncer encore le clou sur le peuple. Un homme averti en vaut deux. Que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville. Que les pouvoirs traditionnels de nos ancêtres viennent sauver ce Congo. Pas ce pouvoir traditionnel
détruit par le fameux Ngampio, le roi de Bateke. Pas le fameux pouvoir traditionnel détruit par Maluango, le roi de Bavili. C'est pas cela. J'invoque ici le vrai roi Makoko, le vrai roi Maluango. Nous sollicitons les pouvoirs de ces vrais rois-là. Nous sollicitons les pouvoirs de nos ancêtres de chaque département. Nous invoquons les puissances des grands totems des rivières de ce fleuve, de tous les fleuves, de toutes les rivières de ce pays. Nous invoquons les pouvoirs traditionnels des forêts du Congo, dans chaque département ou chaque région. Nous invoquons les puissances des montagnes, nous invoquons les puissances des grottes, des puissances sous la terre, nous invoquons la puissance du Dieu le Tout-Puissant de combattre Sassou et de briser Sassou. Nous invoquons ces puissances-là dont le courage à notre jeunesse de pouvoir chasser Sassou. Que ces jeunes-là puissent être possédés par ces pouvoirs-là, ces pouvoirs de libération, ces pouvoirs qu'avaient des gens comme Thomas Sankara, Lumumba. Vous voyez, c'est ce pouvoir-là que nous demandons. Nous demandons le pouvoir des eaux de la Bwenza. Pour ceux qui connaissent le pouvoir dont je fais état ici, pour le peuple de la Bwenza, faites sortir les pouvoirs du barrage pour combattre Sassou. Le combat est montré dans une dimension spirituelle invisible à l'œil nu. Pour ceux qui ont cette dimension spirituelle, ils doivent savoir notre détermination. Depuis que nous sommes rentrés dans ce combat, nous sommes dans cette dimension spirituelle, et c'est cette dimension spirituelle qui nous guide dans notre cap dans ce combat. On ne changera pas tant qu'on n'aura pas le crâne de Sassou dans notre plateau. Et nous allons l'avoir. Mais nous sollicitons l'aide de tous les Congolais. La diaspora congolaise, sortez dans votre distraction inutile qu'un petit député vient vous décrédibiliser. Un petit député vous entraîne dans la distraction au niveau de Paris. Idover Mwani aura son sort. Lui, on va l'avoir. C'est facile. Vous êtes à Paris, les résistants au niveau de Paris. Mais vous pouviez faire tout ce que vous pouviez faire pour au moins fermer la bouche à ce type-là. Peuple du Congo-Brazzaville, tel était le coup de gueule de ce soir, il est fort. Mais nous avions confiance à ce grand Dieu de l'univers que nous prions. Pas le Dieu que le colon est venu nous montrer, mais le Dieu de nos ancêtres, ce Dieu qui nous a conduits dans la force et dans la liberté. Et c'est ce Dieu-là que nous demandons, ces pouvoirs que nous avons invoqués, qu'ils puissent rentrer dans les forces de libération du Congo. Des pouvoirs invisibles qui va leur conduire par la puissance du vent, jusque dans le palais de Oyo, chez Sassou. Pour que Sassou voie la grandeur de ces dieux, de ce peuple du Congo. Le peuple Congo. Quand on parle de peuple Congo, ceux qui connaissent l'histoire, ils savent. Que Dieu bénisse les femmes du Congo. Que la femme congolaise soit au centre de ce combat. Ne soyez pas dans le sens de Doukaga, de Nono, Arlette. Ne soyez pas dans le sens de Claudia. C'est des filles envoûtées par l'esprit du diable, de l'esprit du serpent, de l'esprit du démon. Soyez des véritables femmes qui ont le pouvoir de la reine de Saba, le pouvoir qui a conduit la reine de Saba et qui a séduit le roi Salomon. Femmes congolaises rentrent dans ce combat pour sauver la dignité de la femme, pour sauver le rôle de la femme, pour sauver toutes les femmes de ce pays. Nous avons besoin des femmes. Que Dieu bénisse les femmes congolaises et les femmes africaines. Merci d'avoir suivi notre vidéo. Et partagez-la, s'il vous plaît. Ça a été long, c'était nécessaire. Et on se revient prochainement et que Dieu nous garde, Dieu nous conduise tous. Et à prochainement, au revoir.